Près de 90% des travailleurs non salariés ne bénéficient d'aucune protection sociale. La CNPS a élaboré un projet qui vise à fournir une couverture sociale à ces travailleurs indépendants. Le 12 février 1988, Abou Nidal, la figure historique du terrorisme international, est condamné par contumace. Nous reviendrons sur les faits dans l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Téléphone portable, fer à repasser, autres appareils électroménagers vieux ou endommagés peuvent servir à d'autres fins. Il n'est donc plus question de les jeter. Dans la nature, ces appareils peuvent avoir une incidence sur la santé des populations et sur l'environnement. Tanguy Dangui s'est rendu dans la commune d'Adjamé où il a rencontré des électroniciens qui ont fait du commerce de ces appareils défectueux un métier. Bienvenue dans le cimetière des appareils électroniques. Ici, téléphone portable, télévision, fer à repasser, ventilateur. Ces appareils électroniques, peu importe leur âge et leur degré de dégradation, ont toujours du prix. Nous sommes dans la commune d'Adjamé, à l'arrière de l'immeuble Mirador, sur l'alignement de l'ex-cinéma Krenjabo. De nombreux jeunes électroniciens, mais bien d'improvisateurs, fouillent ces déchets électroniques à la recherche de quoi monnayer ou mettre en valeur. Il y a des gens qui ont des téléphones à la maison et ils gardent, croyant qu'on ne peut rien faire avec. Si c'est mort, même si ça ne démarre pas, nous on paye. Écrit un gâteau, plaquette un gâteau, nous on paye. De toutes les façons, on a besoin des pièces dedans. Voilà ce que je fais pour me nourrir. Si j'envoie une batterie qu'on ne gagne plus, il n'y en a pas. Ils ont cherché fatigués, ils viennent chez moi, ils changent la pile qui est dedans. Comment on change la pile? On enlève la peau d'abord. On enlève la peau et on prend une autre batterie qui n'est pas enflée. On enlève lui aussi sa peau et on change la pile qui est dedans avec ses fers à souder. Dès que tu fais net, tu fermes, tu mets dans le téléphone, ça allume propre. Après des études universitaires, ce jeune est sans emploi. Depuis quelques années, il a trouvé dans les vieux appareils électroniques de quoi se prendre en charge. J'ai fait la maintenance en génie logiciel. Puisqu'il n'y a pas de boulot, je me contente de ça pour me attraper moins de 2 000 francs par jour. C'est mieux. De nombreuses personnes viennent souvent chercher ici ce qu'elles ne sont pas sûres de trouver ailleurs, guidées par le rapport qualité-prix. Je suis venu lui demander s'il avait une batterie qui convenait à mon téléphone. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, donc il a cherché une batterie qui convenait à mon téléphone et puis il m'a remis directement la batterie. Non, nous sommes montés juste le prix. Marché noir là, bon, on vient pour chercher l'écran, les portables morts. Si l'écran là est bon, tu peux prendre pour placer pour toi, ça va. En situation de handicap, Issouf Drissa a cessé de mendier sa vie pour se reconvertir en électronicien et depuis, il gagne bien sa vie. Quand tu s'en vas payer les nouveaux batteries de marché, c'est pas bon, ça ne dure pas. Et puis c'est pour cela, nous on est là, on cherche un deuxième main, un portable qui est mort, on enlève la batterie avec le pièce là, et puis on vend à les gens. À Trècheville, Messad, une ONG, pilote un projet de collecte et de recyclage de déchets électroniques. Les promoteurs assurent que la manipulation de déchets électroniques dans certaines conditions peut être dangereuse. Dans tous les appareils électroniques, vous avez des batteries, des diodes. Et ces batteries et ces diodes-là sont composées de produits chimiques. Par exemple, vous avez du plomb, vous avez du mercure et bien d'autres. Et donc, rien que le plomb, le mercure, si vous, du fait de la chaleur, si ça se liquéfie et que vous inhalez, c'est-à-dire vous respirez ces déchets, cet élément-là, il infecte votre sang. La protection de l'environnement exige, selon eux, une prise en charge plus professionnelle des déchets électroniques. Il faut déjà avoir un comportement éco-citoyen. C'est-à-dire que si votre téléphone est gâté, si vous avez un appareil qui est gâté, il ne faut pas le laisser à la maison. Il faut l'envoyer vers des centres spécialisés comme les nôtres pour que ces déchets-là puissent être traités. Postes, téléviseurs, réfrigérateurs, ordinateurs, de vieux appareils continuent d'être déversés sur les bords de la lagune ébriée sous le nom de France au revoir.
et soulève la problématique de la gestion des déchets électroniques en Côte d'Ivoire. La Caisse nationale de prévoyance sociale annonce l'extension de la couverture sociale aux travailleurs non salariés. 8 millions d'artistes, commerçants, citoyens de la diaspora non pris en compte par la sécurité sociale dans le cadre de leurs activités seront donc sécurisés par la CNPS. Deux régimes seront mis en œuvre pour cette catégorie de personnes. Patricia Omouetia nous dit lesquels. Près de 90% des travailleurs restent en dehors du champ d'application des régimes d'assurance sociale, selon le directeur des projets de la CNPS. Nous sommes dans un contexte ivoirien où la majorité des actifs n'ont pas de couverture. C'est environ 9 personnes sur 10, 90% de la population, ce qui représente entre 8 à 10 millions. On ne pouvait pas laisser cette population-là en marge alors qu'aujourd'hui nous tendons en tout cas vers un pays, on va dire, moderne. En Côte d'Ivoire, il y a environ 8 millions de travailleurs indépendants. Ce projet prend en compte les travailleurs indépendants que sont les religieux, les transporteurs, les libéraux, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les artistes, etc. Afin de porter haut ce projet pour toucher le maximum de travailleurs, la CNPS entend vulgariser le nouveau système d'information pour atteindre ses objectifs. Le déjeuner de presse représente une alternative pertinente par rapport à la conférence de presse. Il facilite l'humanisation et la personnalisation de la relation entre la structure et les journalistes. Un jeu bien compris par la Caisse nationale de prévoyance sociale qui a convié ses réseaux de journalistes à un déjeuner de presse. Le but est de les exhorter à communiquer sur le projet d'extension de la couverture sociale. Nous disons que tout travailleur qui n'a pas de protection sociale vit une situation précaire. Et donc l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien et la CNPS mènent un projet ambitieux d'extension de la sécurité sociale aux travailleurs indépendants. Pour Denis Charles Kwasi, il s'agira pour la CNPS à travers ce projet de verser aux travailleurs indépendants des revenus en cas d'interruption temporaire ou définitive de leur activité professionnelle. Une note triste à présent, l'ancien ministre Jean-Jacques Béchot est décédé aujourd'hui. Il fut ministre de Félix Houphouët-Boigny dans les années 80. Il a milité au PDCI, au RDR et au FPI. Deux des enfants du chanteur Johnny Hallyday, c'est en France, David Hallyday et Laura Smet, vont contester en justice le testament de leur père qui confierait l'ensemble de ses biens et de ses droits d'artiste à son épouse Laetitia. Ce testament, au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à son épouse par l'effet de la loi californienne. Selon les avocats, ces dispositions testamentaires contreviennent manifestement aux exigences du droit français. Ce testament prévoit aussi qu'en cas de décès de son épouse, l'ensemble des biens du chanteur serait exclusivement transmis à ses deux filles que lui et Laetitia ont adoptées. Johnny Hallyday, sachez-le, est décédé à 74 ans le 6 décembre dernier. Dans une salle vétuste du quartier populaire de Sadra City, dans la banlieue est de Bagdad, l'équipe féminine d'haltérophilie soulève des poids bien plus lourds qu'elle. C'est littéralement à la force de leurs bras que les 8 membres de l'équipe féminine irakienne d'haltérophilie font vivre leur famille. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Ces jeunes femmes sont la seule équipe féminine irakienne d'haltérophilie. Chaque jour, pendant 3 heures, elles s'entraînent dans cette salle vétuste du quartier populaire de Sadr City. Hoda, 21 ans, est la première haltérophile à avoir rejoint l'équipe à sa création en 2011. Certains disent que je défie les hommes, que les femmes ne font pas d'haltérophilie. Je leur dis non, je défie les hommes et nous pouvons faire tout ce qu'ils font. S'ils pratiquent ce sport, alors nous aussi. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est Abbas Ahmad, ancien entraîneur chez les hommes, qui a été appelé par la fédération pour former une équipe féminine. Mais il a dû composer avec un manque de moyens et d'infrastructures. Selon lui, aucune instance officielle n'a dédié de fonds à l'haltérophilie féminine. Si nous avions plus de soutien, nous pourrions être au même niveau que les équipes internationales et disposer d'équipements modernes. Mais, malgré les ressources limitées, nous continuons à travailler dur et à participer à des compétitions internationales. Leur travail a porté ses fruits. L'année dernière, les 8 jeunes femmes se sont envolées pour les compétitions asiatiques. Elles sont revenues les mains pleines de médailles. L'haltérophilie leur permet aussi de rendre les fins de mois moins pénibles pour leurs familles. Le club sportif Al-Shorta, qui parraine l'équipe, assure un salaire mensuel allant de 400 à 800 $. J'adore l'haltérophilie et grâce à ce sport, je gagne un salaire pour ma famille et moi-même.
Et dans ce gymnase ici, nous sommes devenus des championnes. La future génération de l'équipe se prépare déjà. Ses plus jeunes membres rêvent de participer un jour aux Jeux Olympiques. Sabri Al-Banna, ce nom ne vous dit rien. Abou Nidal, alors condamné par contumace le 12 février 1988 à la suite de l'attentat commis en décembre 1986 à l'aéroport de Rome. Abou Nidal était responsable de plusieurs attentats, notamment en Europe entre 1970 et 1985. L'ancien chef du Fatah, Conseil révolutionnaire, est mort en 2002. Anzelika Eoura et Douadé Lazer reviennent sur les faits. C'était une légende du terrorisme international. Sa haine farouche envers les dirigeants israéliens et les pays arabes désireux de passer des accords politiques avec l'État d'Israël l'ont conduit à lancer une guérilla sanglante sur 3 continents. Sabri Al-Banna, connu sous son nom de guerre Abou Nidal, est ainsi responsable des meurtres de plusieurs responsables modérés de l'OLP, Organisation mondiale de la Ligue palestinienne, chargée des relations avec la gauche israélienne. Lui qui était aussi le chef du Fatah, Conseil révolutionnaire, a également mené des opérations meurtrières contre des intérêts juifs. Ces commandos avaient tenté d'assassiner l'ambassadeur d'Israël à Londres en 1982, ce qui avait servi de prétexte pour l'invasion du Liban par Tsahal. Abou Nidal est également mis en cause par la France dans l'attentat anti-juif de la rue des Rosiers qui a fait 6 morts et 22 blessés en 1982 à Paris. Une de ces dernières grandes opérations avait lieu en janvier 1991, l'assassinat d'Abou Liad et d'Abouloul, respectivement numéro 2 et chef des services de sécurité de l'OLP. Son groupe, qui a changé plusieurs fois d'alliés dans le monde arabe, a fait quelques 900 victimes, tués et blessés. Abou Nidal avait été condamné à mort par contumace par un tribunal militaire du Fatah. Le 12 février 1988, à la suite de l'attentat commis en décembre 1986 à l'aéroport de Rome. Dirigeant palestinien et ennemi juré du président de l'autorité autonome Yasser Arafat, Abou Nidal, qui signifie le père de la lutte en arabe, a été retrouvé mort par balle à son domicile à Bagdad à 65 ans. Il se serait suicidé. C'est la fin de ce journal réalisé par Parfait Yeo et supervisé par Anzelika Eoura. Portez-vous bien.